proposais que vous parliez d'un texte que vous avez sorti en 96, l'inconditionnalité conditionnelle. Alors, vous avez eu le temps d'oublier, je l'ai vu ici. Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et ensuite, nous parlons du revenu d'existence, et donc d'avoir votre point de vue sur le revenu d'existence. Et pour moi, c'est extrêmement important. C'est aussi un œil un peu extérieur, un peu intérieur, qui va nous aider justement peut-être à retrouver un positionnement pour la suite. Le MOS, en deux mots, c'est une revue interdisciplinaire en sciences sociales, philosophie politique, ça veut dire revue du mouvement anti-utilitariste en sciences sociales. Alors anti-utilitariste traduisé, ça veut dire anti-économicisme, l'opposition à la tendance de plus en plus répandue à tout réduire au seul problème économique. Et puis c'est bien sûr également un hommage à Marcel Mauss, anthropologue, neveu de Durkheim, le fondateur de la sociologie française, Mauss considéré comme le fondateur de l'ethnologie scientifique française, et surtout qui écrit en 1925 un texte à mes yeux absolument fondamental qui s'appelle L'essai sur le don, dans lequel Mauss, qui disait Mauss c'est tout, alors je ne sais pas combien de temps, il a lu toute la littérature économique de son temps, il rassemble tout ce matériau pour essayer de démontrer que les sociétés, moi je les appelle les sociétés premières, ne reposent pas sur le marché, sur l'achat et la vente, ni même sur le train, pas sur le donnant-donnant, pas sur le contrat, très important, mais sur ce qu'il appelle la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Autrement dit, sur le don. Le don, il ne faut pas le comprendre comme la charité, c'est absolument pas ça. C'est même au contraire quelque chose de très violent, parce que montre très bien Mauss qui parle de ce qu'il appelle le don agonistique. C'est-à-dire c'est une manière de se battre avec les autres, mais en rivalisant de générosité. Et simplement, c'est un opérateur très paradoxal, puisque cette manière de se battre avec les autres pour montrer qu'on est plus généreux qu'eux est une manière de faire la paix avec eux. Donc cette guerre par le don permet de remplacer la guerre tout court et de transformer les ennemis en amis. Les ennemis en amis. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre dans les années 81 que quelque chose a radicalement changé dans la division du travail intellectuel entre la science économique d'une part et les sciences sociales et la philosophie politique de l'autre. Pendant 2 siècles, la science économique s'était cantonnée à l'étude de l'économie, et en se disant que son modèle central, le modèle de l'homo economicus, l'idée que les êtres humains sont des individus calculateurs, rationnels, maximisateurs, etc., indifférents les uns aux autres, les traits principaux de la théorie de l'homo economicus, en se disant que cet outil-là, ils savaient bien que c'est pas vrai, c'est pas tout à fait vrai, mais ça leur paraissait suffisant pour étudier ce qui se passe sur le marché des biens et services. Et puis le reste de ce qui se passe dans la sphère de la vie sociale en général, de la politique, de la religion, de la morale, tout ça, c'était abandonné aux philosophes, aux psychologues, aux sociologues, aux écrivains, aux moralistes, aux curés, etc., etc. À partir des années 70, les économistes commencent à se dire, mais finalement, notre modèle de l'homo economicus est si puissant, il a produit des résultats si extraordinaires, c'est les économistes qui parlent, je ne partage pas leur point de vue, et que ça serait dommage de ne pas généraliser ce modèle-là à l'ensemble des actions sociales. Voilà. Et donc, les économistes commencent à introduire une théorie du capital humain. Est-ce que c'est rentable de faire des études? Ça rapporte combien? Une théorie du mariage. Est-ce que c'est rentable de se marier? Ça rapporte combien? 3%, 4%. Est-ce que c'est rentable de croire en Dieu? Ça rapporte combien? Etc. etc. C'est une vraie question. Pascal m'avait déjà posé. C'est très rentable. Je vous conseille. Hein. Donc, on sort en 88, c'est le premier numéro de ce qui s'appelait à l'époque le bulletin du MOS pour lancer la discussion. Survient en 89 la discussion à l'Assemblée nationale sur la création de ce qui va devenir le RMI, à l'initiative de Roger Godinot, conseiller de Michel Rocard. Et c'est intéressant de se reporter au débat de l'époque, parce qu'il y a une espèce d'hésitation pendant un mois ou deux. Quand le RMI est créé, beaucoup de gens le comprennent comme la création d'un revenu minimum inconditionnel. Une bonne partie des travailleurs sociaux le comprennent comme ça, qui s'en réjouissent ou qui
le déplore. Jean-Michel Bélorgey, qui était le rapporteur à l'époque pour ce projet-là à l'Assemblée nationale, le comprenait sous une version très constitutionnaliste. Mais finalement, les décrets d'application en ont fait une machinerie que j'appellerais, on va peut-être y revenir tout à l'heure, conditionnaliste. Conditionnaliste, c'est-à-dire on donne le RMI à ceux qui en ont besoin, mais à condition qu'ils s'engagent par contrat à respecter tout un ensemble de clauses, à montrer qu'ils sont méritants, qu'ils vont chercher du travail, qu'ils vont retourner voir le travailleur social régulièrement, etc., etc. Et on voit bien se répéter l'affrontement rituel entre ceux qui proposent des remèdes ou des panaceées néolibérales. S'il y a du chômage, c'est parce qu'il y a trop de contraintes administratives, il faut donc tout déréguler. Il n'y aura que le marché, tout va se régler tout seul. Et puis, de l'autre côté, l'argumentaire de gauche standard, mais pas du tout, il suffit que l'État prenne les commandes et puis embauche les fonctionnaires et puis tout va se régler. Évidemment, ces deux visions sont totalement intenables l'une comme l'autre, et on lance à partir de gauche, en 1995, un appel à remédier au chômage, qui est signé par une quarantaine de personnes à l'époque, dont Yolande Besson, donc des gens assez variés. Ça va de l'ultra-gauche, avec quelqu'un comme Tony Negri, ou Alain Lipiès, du côté des écologistes, à des représentants de l'économie sociale et solidaire. Mais le point important, c'est qu'il y a que signe cet appel aussi bien des partisans d'un revenu minimum, d'un revenu de base, des partisans de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'inconditionnalité forte, que des partisans de ce que j'appelle l'inconditionnalité faible, comme moi par exemple, voire des gens qui étaient plutôt hostiles à toute idée de revenu minimum. En revanche, la chose concrète, c'est l'accord sur un double principe, enfin une double formulation. C'est l'adoption d'un principe de revenu minimum et d'un principe de revenu maximum. Et il faut voir comment ça se combine, s'articule avec le principe du manifeste. S'il s'agit de refonder une commune humanité et une commune socialité, alors il faut définir les bornes à partir desquelles on n'est plus, ou on n'est pas à l'intérieur de la commune humanité et de la commune socialité. On ne peut pas être dans une commune humanité et une commune socialité si on est dans la misère totale. Il faut donc déclarer la misère hors la loi morale et même hors la loi politique. Je dis bien la misère. Je pense qu'il est tout à fait illusoire de penser qu'on éliminera la pauvreté. En revanche, il faut éliminer la misère, c'est un objectif indispensable et politique. Seule traduction concrète de ce principe-là, un revenu minimum sous une forme ou sous une autre. Je dirais que c'est un principe inconditionnel de revenu minimum. C'est pas seulement un principe de revenu minimum inconditionnel, c'est un principe inconditionnel de revenu minimum. Mais symétriquement, il ne peut pas y avoir de commune socialité avec les écarts de revenus et de fortune que nous connaissons actuellement et qui s'accroissent chaque année de façon absolument vertigineuse. C'est pas la peine de rappeler les chiffres, tout le monde les connaît, ils sont tellement invraisemblables qu'on les oublie quasiment du jour au lendemain, c'est astronomique. Ouais, moi je suis extrêmement intéressé par l'approche du convivialisme qui dit, ok, nous voulons retrouver des mots communs, une envie commune, un projet commun, soit un projet ambitieux, sur lequel on puisse se retrouver, quelles que soient nos aspirations diverses, sont toutes légitimes. Une des grandes difficultés dans toutes les discussions sur le don, c'est que dès qu'on parle de don, nous avons en tête les visions religieuses du don, meublées par 2000 ans de christianisme. Donc on assimile le don à la charité, fondamentalement, avec toutes les ambiguïtés de la charité. Ça, c'est le versant religieux, mais du côté philosophique, une discussion qui s'est relancée sur le don il y a une dizaine d'années a pris une direction que je trouve vraiment difficilement tenable, avec des philosophes comme Jacques Derrida, du côté catholique à la Sorbonne, Jean-Luc Marion, grand professeur de la Sorbonne en philosophie. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Parce que là, c'est une vision radicalement inconditionnelle, inconditionnaliste du don. On va voir comment ça se rejoint avec la discussion sur le revenu minimum. Formulation de Derrida.
Si je donne, alors je ne donne pas. Précisément, si je ne donne pas, je ne donne pas, ça c'est clair. Mais si je donne, alors je ne donne pas non plus. Pourquoi? Parce que, dit Derrida, si je donne, c'est que je sais que je donne. Si je sais que je donne, c'est que je suis en train de me regarder en train de donner, et que donc j'ai un bénéfice narcissique au don, etc. Et donc c'est pas vraiment du don. Conclusion, Derrida, le don est la figure de l'impossible. La figure de l'impossible. Jean-Luc Marion surenchérit là-dessus, veut faire encore plus fort que Derrida, et nous explique que pour qu'il y ait un don, il faut qu'il n'y ait pas de sujet qui donne, pas d'objet donné, et pas de personne qui le reçoive. Ça devient très très acrobatique. Pourquoi inconditionnalité? Alors, je me suis appuyé sur une phrase très précise de Mauss à la fin de l'essai sur le don, qui m'a beaucoup frappé, dans laquelle Mauss explique lorsque deux sociétés qui jusque-là s'ignoraient, c'est vrai, une forme de densité qui existait il y a très longtemps, un habitant par kilomètre carré, au cœur de l'Amazonie, effectivement, on peut tomber sur des gens qu'on n'a jamais vus. Lorsque, au cœur du bush australien, lorsque deux sociétés qui s'ignoraient se rencontrent, dit Marcel Mauss que deux solutions. Soit s'ignorer, ou se défier, ou se confier totalement. Se défier ou se confier totalement. Il faut comprendre, se défier, tout le sens du terme. On se défie, on est à la méfiance, mais en faisant des défiants. C'est la guerre. Si on veut échapper à la guerre, alors il faut faire le pari que les autres sont bons. Et qui pourront rendre. C'est un pari. C'est un pari. Et pour montrer qu'on joue le pari de la confiance, alors dit Mauss, il faut tout donner. Tout donner, le moindre moment, la moindre réticence à donner sera interprétée comme une marque de défiance et on rebascule dans la guerre. Alors, j'en tire une leçon générale, on peut appuyer sur beaucoup de choses, c'est que le rapport social, le rapport amical ou amoureux, ou le rapport politique, se font toujours sur un moment d'inconditionnalité. Un moment d'inconditionnalité. On est inconditionnellement français, on est inconditionnellement en couple, on est inconditionnellement amis. C'est ce moment d'inconditionnalité qui permet d'échapper à la méfiance généralisée qui est inséparable de toute logique que j'appelle des logiques conditionnalistes, des logiques de contrat. Si on veut fonder une société uniquement sur le contrat, comme l'ont fait toutes les philosophies du contrat social, on tombe toujours dans une impasse. Je peux m'engager contractuellement avec quelqu'un en disant c'est notre avantage mutuel de faire accord, de passer contrat. Oui, mais qui va m'assurer que l'autre va respecter son contrat? Personne. Si je n'ai pas confiance, s'il n'y a pas une instance supérieure qui garantit l'exécution du contrat, le contrat il n'est pas tenable. Dans toute relation proprement sociale, il y a un moment d'inconditionnalité. Cela étant, une fois qu'on a montré qu'on était inconditionnellement ensemble, si on n'y trouve pas son compte, si on est dans le rapport conditionnel et qu'on se fait gruger en permanence, exploiter, dominer, etc., il n'y a aucune raison qu'on reste dans ce rapport-là, pendant ça. Ce deuxième temps, c'est ce que j'appelle le temps de la conditionnalité. Dans le cadre d'un rapport social qui a été créé par un pari de confiance inconditionnelle, dans ce cadre-là, une fois que le rapport social est instauré, on peut commencer à faire des comptes. Mais pas avant, on ne fait pas dans l'autre sens. Voilà. C'est ce que je veux dire par cette idée d'inconditionnalité conditionnelle. Et je pense qu'elle est importante, et je crois que Marx sera d'accord, parce que dans cette affaire de revenu minimum de base, c'est la même chose, c'est un pari de confiance. Voilà. C'est un pari de confiance. On n'est pas dans le contrat, on ne dit pas, à la différence du RMI, on ne dit pas on va vous donner quelque chose parce que vous allez vous engager à être gentil ou à faire des suffisances des stages, etc. Non, on vous donne inconditionnellement. Mais donner inconditionnellement, ça ne veut pas dire qu'on n'attend rien. Au contraire, on attend que ça génère un élan de citoyenneté, de créativité, de fécondité, etc. Voilà. Et il faut que ce soit perçu comme un pari de confiance, comme une forme de don, au sens ancien du terme. Après, inconditionnalité forte, inconditionnalité faible, j'ai dit l'essentiel, c'est secondaire. C'est secondaire par rapport à la discussion qu'on va voir après. J'opposais inconditionnalité forte ou faible parce que je m'opposais aux formulations que je trouvais trop radicales de femmes pas riches. On donne inconditionnellement la même chose à tout le monde, riche ou pauvre, jeune ou vieux, etc., etc.